Nous parlions tout à l'heure du Niger avant la pause. On va poursuivre donc en s'interrogeant toujours sur le Niger. Qui dirige à présent le pays? Toujours avec mes deux invités, le député Vincent Ameganvi du Nouvel Engagement Togolais et Ashraf Roussama, qui est également acteur politique du PDP, qui dirige le pays, en tout cas au moment où nous sommes en train de parler. Le nouvel homme fort du Niger s'appelle le général Abdourahmane Tchani. Il était titulaire du poste du chef de la garde présidentielle. C'est lui qui s'est présenté vendredi, c'est-à-dire hier, 28 juillet, comme le nouvel homme fort du pays. Pour les proches de Mohamed Bazoum, ce coup d'État est un coup d'État pour convenance personnelle. En tout cas, on voit que toutes les armées se sont entendues pour que ce soit le général Tchani qui prenne les rênes du pays. Oui, c'est lui qui a fait le coup. Hein. Tu fais le coup, tu ne laisses pas quelqu'un d'autre venir prendre les rênes du pays. Tu fais le coup, tu assumes jusqu'au bout. Si tu fais semblant de rater ou bien de laisser quelqu'un prendre ta place, c'est que tu finiras soit en prison, soit sous pied sous terre. Tout sous pied sous terre, oui. Il a pris la responsabilité de faire le coup. Il prend la responsabilité de prendre les rênes du pays et de diriger le pays. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est lui l'homme fort du pays. C'est lui le premier Nigérien qui dirige le pays. C'est quelqu'un qui a longtemps été dans les arcanes du pouvoir. Hein. Ça fait quand même 11 ans qu'il est à ce poste-là. Oui, ça fait 11 ans. Donc il a ses habitudes. C'est quelqu'un qui connaît bien le milieu. Garde présidentielle, c'est que, chef de la garde présidentielle, c'est que tu es aussi très important. Tu as l'oreille des présidents qui se suivent là. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît un peu même s'il ne connaît pas les métiers du pouvoir, il connaît un peu le sillage du pouvoir. Donc il sait un peu ce que c'est. Maintenant, est-ce que ça lui donne la capacité de diriger le pays? Ça lui donne la pleine puissance ou bien la pleine capacité de gérer le pays? On va voir ce qu'il fera. Maintenant, il a fait rallier toutes les autres armées, à savoir surtout l'état-major général. Donc le chef d'état-major s'est rallié. Ça veut dire que toute l'armée est derrière lui. Une bonne partie des populations aussi soutiennent son action. Maintenant, on n'a pas beaucoup entendu les partis politiques intervenir pour le moment. C'est assez surprenant aussi. Oui, c'est assez surprenant. On n'a pas beaucoup entendu les partis politiques, que ce soit de l'opposition. C'est vrai que son prédécesseur a essayé d'intervenir, était allé pour négocier avec les poutistes. Il paraît qu'il a été aussi gardé. C'est ce qui se dit sans être confirmé. Maintenant, on attend la confirmation. C'est vrai que tout le monde est en train on a parlé tout à l'heure de la CEDEAO, il y a la France, il y a les États-Unis. Tout le monde est en train de crier au loup et de dire que non, ça ne passe, c'est pas qu'il condamne, mais ça s'arrête à la condamnation. D'accord. Alors, le général Tchani, donc aujourd'hui aux commandes, Vincent Ameganvi le rappelait, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, il faut le dire, les États-Unis condamne, demande le rétablissement de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO également condamne. L'Union africaine fait pareil. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est possible? On a vu un peu ce scénario au Burkina Faso une fois, lorsque Gendéré est venu faire son coup d'État. Finalement, on l'a obligé à reculer. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'obliger le général Tchani à reculer? Non, je ne crois pas sera aujourd'hui possible parce qu'il y a d'autres cas qui font preuve déjà de jurisprudence. Je veux parler du Burkina Faso et du Mali. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de le contraindre de reculer et de laisser la présidence à quelqu'un. Maintenant, moi, le plus important pour moi, c'est qu'il soit animé d'un sens aigu de l'intérêt général. D'un sens aigu de l'intérêt général. Lorsqu'on fait un coup d'État, ce qui veut dire qu'on a un désaccord profond avec le président, Mohamed, en l'espèce, Bazoum. Maintenant, je crois que le peuple, ou bien ses soutiens, l'attend aussi au tournant.
on attend qu'ils prennent aussi des décisions aussi radicales. Est-ce que les putschistes prendront la résolution, par exemple, de résilier un contrat de concession avec Areva, par exemple, qui exploite l'uranium? Est-ce que il n'y aura pas vraiment une acquaintance assez poussée avec la France, avec les États-Unis, un certain nombre de pays occidentaux? Donc, oui, si, je crois qu'on l'attend vraiment au tournant. Et je crois que le plus important, puisque c'est ce qu'ils ont mis en avant, ce qui motive vraiment le coup d'État, c'est la dégradation continue de la situation sécuritaire. Nous espérons qu'avec, est-ce qu'ils feront avec la force Barkhane ou sans les forces armées françaises? Voici autant de questions que nous nous posons dans les prochaines semaines. Lui, donc, il semble être dans une disposition de rétablir la coopération sécuritaire avec le Burkina Faso et le Mali, parce que dans ses premiers mots, il s'est interrogé sur une approche sécuritaire qui exclut toute véritable coopération avec le Burkina et le Mali, ce qui était l'approche de Bazoum. Donc apparemment, il va revenir sur ça, il va plus collaborer avec le Burkina et le Mali, dont ils sont frontaliers. Oui, effectivement. Je crois que les accords bilatéraux dans la sous-région ont quand même ses vertus. Donc il faut s'approprier quand même de ces accords bilatéraux-là pour avoir, disons, des résultats tangibles. Maintenant, il faudra, puisque nous sommes dans une situation d'urgence, seront eux dans une situation, je crois qu'il y a aussi des éléments factuels aussi qui le prouvent. Donc la junte burkinabé et malienne aujourd'hui, peut-être, je crois qu'ils sont sur la même longueur d'onde, sans hypocrisie mise à part, ils sont sur la même longueur d'onde, et je crois qu'ils vont formaliser l'accord en question pour essayer, disons, de pacifier tout le Sahel. Donc, je crois que dans les prochaines semaines, j'éviterai vraiment d'aller vite en besogne. Je ne connais pas le personnage. Est-il animé vraiment de bonnes intentions? On ne le sait pas. Je crois que dans les prochaines semaines, pourvu qu'ils prennent vraiment des résolutions fortes. Mais vous avez posé la question, est-ce qu'on pourra le pousser à rétablir la situation comme le demandent la communauté internationale? Non, parce que la preuve, c'est qu'on a pris le cas du Burkina Faso tout à l'heure. Diendéré, aujourd'hui, il est où? Il est en prison. Donc aujourd'hui, il ne peut pas se hasarder à laisser le pouvoir. Soit il sera en prison, soit il sera substitué sous terre, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que si le cas Diendéré, qui avait essayé un coup et qui on a obligé à retourner en arrière, si ce cas-là, si le monsieur-là n'était pas en prison aujourd'hui, on pourrait dire que oui, il peut éventuellement, on peut le pousser. Mais avec ce qui s'est passé au Mali, les gars, ils n'ont pas fait demi-tour. En Guinée, le gars n'a pas fait demi-tour. Au Burkina, aujourd'hui, 2 à 2 reprises. Les gars n'ont pas fait demi-tour, c'est devenu une jurisprudence dans la sous-région. C'est inconcevable même qu'ils fassent demi-tour, sauf en cas de force majeure, ou bien sauf une extrême situation d'une force extérieure pour ça. Sinon, dans son fort intérieur aujourd'hui, il a fait le coup, il va assumer. Sa posture aussi, elle est quand même hyper intéressante parce qu'il part quand même sur les accords avec le Burkina Faso et le Mali, il faut le souligner. Est-ce que ce qui veut dire qu'il exclut toute idée peut-être de traiter, disons, la sécurité nigérienne aux Russes. N'oubliez pas que Prigojine même a fait une sortie, en disant que ce qui s'est passé au Niger, c'est, disons, la manifestation de la volonté du peuple nigérien de refuser toute imposition d'un mode de vie occidental. Et donc, on voit très bien que c'est l'opération séduction qui continue. Même si il y a quand même une rupture idéologique entre Poutine et Prigojine, on voit très bien qu'il est toujours dans l'arène et qu'il peut aujourd'hui envoyer également, disons, Wagner sur le continent, parce que c'est Wagner qui est le vent. Alors, on comprend donc que cet aspect aussi est très scruté, surtout pour le nouvel homme fort. On verra quels sont ses rapports avec la France et la Russie. Ça va beaucoup jouer dans les prochaines semaines. Quelqu'un qui veut travailler avec ses voisins directs, qui travaille déjà avec la Russie. Avec la Russie, ça ne nous étonnerait pas qu'il travaille aussi avec la Russie. Parce que quelqu'un qui veut faire un front commun avec ses voisins, on sait aujourd'hui que ses voisins sont avec la Russie, c'est bien évident
qu'il est en train de dire indirectement, même s'il ne le dit pas, même il se dit contre les forces étrangères, il travaillera sûrement indirectement avec la Russie. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Aujourd'hui, je dis que nous avons besoin d'avoir au moins une vision commune dans la sous-région pour faire face au terrorisme. Aujourd'hui, le Togo, on est attaqué au nord, on ne peut pas travailler seul, on doit travailler avec le Burkina, on doit travailler avec le Bénin, on doit travailler avec le Ghana, on doit travailler avec nos pays frontaliers pour faire face ensemble à ce phénomène de djihadisme qui est en train de tuer nos populations. La dernière fois, on a eu encore des morts, la dernière fois au Togo, 12 soldats ont été victimes avec beaucoup de blessés. Donc, on doit faire un front commun. Nos armées doivent s'entraider, doivent faire front commun pour lutter contre ce phénomène. Et quand il dit qu'il travaillera avec ses pairs de la sous-région, moi je trouve que c'est de bonne guerre. Alors, comme on parlait tout à l'heure de l'éventualité pour la Russie de s'intéresser au Niger, c'est une belle transition pour passer au sujet suivant, le sommet Russie-Afrique qui s'est achevé donc à Saint-Pétersbourg au niveau de la Russie. Plusieurs chefs d'État y étaient. Poutine a finalement profité de la situation pour une opération séduction. Nous allons écouter le président russe. Оптимизмом смотрим в будущее, поскольку российско-африканские отношения Nous envisageons l'avenir avec optimisme, car les relations russo-africaines sont fondées sur des liens solides d'amitié et d'assistance mutuelle, sur l'expérience positive accumulée dans le cadre d'un travail commun et sur une histoire vraiment riche et riche en événements. La Russie continuera à apporter une contribution réelle à la résolution des crises actuelles et à la prévention de l'émergence de foyers de tension sur le continent, à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les pandémies de la faim et à la résolution des problèmes de sécurité environnementale, alimentaire et informatique. Экологической, продовольственной и информационной безопасности. Voilà donc quelques mots qui sanctionnaient ce sommet Russie-Afrique. Sommet Russie-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Inde-Afrique, sommet Turquie-Afrique. On n'en finit pas de compter. D'être exhaustif. Ouais. Bon, à quoi joue le continent finalement? Le continent joue à participer au sommet pays continent. Non, c'est vrai qu'au-delà de tout, il faut dire que c'est regrettable. Hein. C'est regrettable qu'un seul pays puisse inviter tout un continent pour un sommet. À chaque fois, ça se répète. L'Afrique est devenue aujourd'hui, depuis toujours l'Afrique est le gâteau, mais aujourd'hui l'Afrique est devenue encore... maintenant, ce n'est plus juste le gâteau. Hein. Il y a le chocolat dessus, comme vous appelez vous avez vu comment on améliore le gâteau aujourd'hui, avec tout ce qui rentre en jeu. C'est devenu plus sucré. Donc, il faut que tout le monde en profite. Maintenant, avant, c'était juste une partie qui en profitait. Aujourd'hui, tout le monde a décidé de profiter de l'Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les sommets... on a cité tout à l'heure, hein, Russie-Afrique, France-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, même Turquie-Afrique. Donc, c'est devenu la mode, chacun veut. Moi, je ne suis pas contre les relations entre les États. Je suis pour les relations bilatérales entre deux États, mais relations État-continent, à quand une relation ou bien un sommet Togo-Europe, à quand un sommet, comment vous appelez, Bénin, non pas États-Unis, Bénin, Asie, Bénin, ou bien Ghana, Ghana, Amérique, toute l'Amérique. Bon, à quand? Maintenant, après, il faut avoir les moyens de sa politique aussi. Hein. Ceux qui organisent ces rencontres-là prennent le temps de mettre les petits pas dans les grands, prennent le temps, parce que c'est eux souvent qui nous financent quand on veut quelque chose. C'est chez eux nous allons faire des prêts, c'est chez eux nous allons pour quémander quelqu'un. J'ai entendu le mot quémander dans le discours du capitaine Traoré, au sommet. Donc du coup, c'est devenu une sorte d'habitude. On se complaît dans ça et on ne cherche pas à voir qu'est-ce que ça nous rapporte au juste dans nos pays, qu'est-ce que ça rapporte aux populations. Personne ne pourra dire aujourd'hui.
C'est devenu une habitude, on se complaint dans ça et on passe à autre chose. Est-ce que, moi, la question que je me pose aussi, est-ce que les dirigeants du continent, lorsqu'ils participent à ces sommets, est-ce qu'eux-mêmes, ils comprennent les enjeux du continent pour ces pays-là? Oui, mais difficile de le dire. Mais quand on voit, disons, nos piètres performances, ces dernières années, on constate très bien qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, je crois qu'il faut faire un travail d'introspection. Il faut vraiment se remettre en cause. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que pour moi, c'est la politique d'infantilisation qui continue. Vous avez tout un pays qui invite tout un continent, qui lui, disons, donne des orientations à suivre. Quoi qu'on dise en Russie, on leur a donné des orientations à suivre. Quand ils reviendront, parce que les orientations, c'est d'éviter de collaborer avec le bloc Ouest et de rester dans le giron russe. Donc chacun essaie toujours de sauvegarder ses intérêts. D'autres disent que l'Afrique est toujours à la recherche d'un maître. Il faut toujours quelqu'un pour nous donner des orientations, ce lien de subordination-là que nous aimons, ce devoir d'obéissance hiérarchique que nous aimons auparavant envers les Occidentaux, maintenant avec les Russes. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec ce sommet Russie-Afrique, il y a une volonté manifeste vraiment des Russes, de Poutine, vraiment de s'enraciner davantage sur le continent. Et tout naturellement, cela inquiète la France, les États-Unis et certains nombre de pays. Est-ce que vous pensez que Poutine a réussi son opération séduction? Parce que moi, je l'ai vu aussi faire un certain nombre de promesses. Il a même promis d'envoyer du blé et tout ça. Bon, personnellement, je trouve ça assez ridicule qu'on promette du blé. Le pain ne fait pas partie de notre alimentation de base. On peut s'en passer, on peut se passer des pâtes et tout. Monsieur, que nous sommes allés supplier la Russie. Et c'est ce que Traoré a dit et l'autre s'est fâché. Oui, mais monsieur Samir, je comprends. Hein. Oui. Vous offusquez, c'est légitime parce que vous êtes africain, mais tout dépend aussi de la requête, aussi de ce que vous recevez. Donc, il y a un certain nombre de requêtes qui ont été formulées par les présidents africains. Ils n'essaient que d'apporter des éléments de réponse. Et ce sont ces éléments de réponse-là. On sait très bien que l'autosuffisance alimentaire constitue un enjeu majeur sur le continent. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut nous apporter du blé. Mais, donc, je crois que le travail d'introspection doit se faire. C'est vrai, la Russie nous a apporté une aide considérable dans les années... pendant la décolonisation, il y a eu des périodes d'incertitude dans les années 90. Aujourd'hui, la Russie revient. Parce que, n'oubliez pas, que sur le plan économique, la Russie n'a pas une économie quand même assez diversifiée. Donc, difficile vraiment de concurrencer les Occidentaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est sur le plan militaire. Donc, aujourd'hui, avec, disons, d'autres parlent de sentiments anti-français. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans. Avec tout ce sentiment-là, la Russie trouve intérêt favorable. Et il essaie quand même d'enraciner. Vous savez très bien que on dépense vraiment beaucoup d'argent pour l'achat vraiment du dispositif militaire auprès des Russes. Donc, il faut avoir une capacité opérationnelle qui nous permettrait vraiment de s'affranchir vraiment de ce lien de subordination. Et l'autre enjeu majeur que les gens oublient, vous savez, pendant longtemps, le bloc Ouest a réussi à, disons, maîtriser le vote des Africains aux Nations Unies. Aujourd'hui, la Russie fait face aux sanctions du bloc Ouest. Il faut aussi avoir un certain nombre de soutiens. Vous voyez très bien qu'on nous considère comme un bétail de faire valoir à un moment donné des gens, des lèche-bottes et tout, qu'il faut miroiter. Est-ce que, l'autre chose, est-ce qu'à ce genre de sommet, vous pensez qu'on parle d'égal à égal? Non, jamais. Quelqu'un qui vous invite, vous parlez d'égal à égal à cette personne, non, jamais. C'est pas, même si vous avez droit à la parole, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous êtes venu demander quelque chose. Et la preuve, le gars promet des choses aux gens. Comme on l'a dit tout à l'heure, notre ami russe, Poutine a réussi son opération de charme. Hein. Quand je ne vais pas en Afrique, c'est l'Afrique qui vient à moi. Parce que la dernière fois, il devait aller en Afrique du Sud pour... je pense que c'est pour le mois d'août, ce mois d'août. Finalement, il ne pouvait pas arriver. Il y a un mandat de la Cour pénale internationale. Oui, c'est ce que je dis, qu'il devait participer au sommet en Afrique du Sud. Donc, il n'a pas pu, ou bien il ne pourra pas. Donc, il amène plutôt l'Afrique à lui. Donc, c'est une opération de charme qu'il a totalement réussi. Et puis, il veut montrer aussi aux Occidentaux qu'aujourd'hui, l'Afrique ne vous appartient plus, à vous tout seul. C'est pas que l'Afrique ne vous appartient plus, mais l'Afrique ne vous appartient plus à vous tout seul. Nous aussi,
Nous avons notre mot à dire et c'est pour ça qu'on peut voir aujourd'hui les Russes au Mali, on peut voir les Russes aujourd'hui en Guinée, on peut voir les Russes aujourd'hui au Burkina qui sont en train de collaborer avec ces armées-là. Donc du coup, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces chefs d'État-là sont allés parler d'égal à égal avec Vladimir Poutine. Non, on peut dire que ces chefs d'État ont eu le temps de parole, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Parce que aujourd'hui, je vois mal ces chefs d'État aller en Russie et dire à Vladimir Poutine que oui, nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour vous faire ceci. Nous avons trouvé que vous avez tel problème et que nous aussi, nous pouvons résoudre ce problème-là. Non, c'est pour dire que oui, nous manquons avec votre guerre avec l'Ukraine, là, nous manquons de blé en Afrique, il faut nous faire venir le blé, il faut laisser le blé revenir chez nous. Je n'ai pas encore suivi toute la déclaration finale du sommet pour voir ce qu'il en est réellement, mais je vois très mal nos chefs d'État aller discuter d'égal à égal avec la Russie, et surtout avec ce que nous avons vu, les bribes d'informations que nous avons eues et les discours que nous avons eus, l'altercation entre le Sénégal et le Burkina. Le Sénégal et le Burkina à ce sommet-là, ça montre clairement comment les choses se sont passées. Ça montre que oui, nous sommes allés mettre nos problèmes là-bas au lieu d'aller discuter. Oui, donc oui, non, c'est cette posture-là qui continue. Je ne crois pas jusqu'à quand ça va durer. Le principe d'égalité ou la coopération sur une base égalitaire n'existe pas. Je crois que nous savons très bien que la Russie est une superpuissance, hein, et ce n'est pas gratuit. Pourquoi Poutine aujourd'hui s'active vraiment dans cette opération de séduction vers l'Afrique? C'est parce qu'il a un problème avec le bloc de l'Ouest et qu'il a véritablement besoin du soutien pour se faire une santé sur le plan international. Est-ce que vous ne pensez pas que l'histoire se répète avec les non-alignés et autres? Oui, finalement, on a le retour de la guerre froide, les deux grands blocs, et puis on veut avoir des gens alignés ou non. Oui, effectivement, c'est l'histoire se répète, mais vous savez très bien que l'histoire même a été toujours répétitif. Maintenant, c'est quoi le statut de non-aligné? Le statut de non-aligné, en réalité, c'est quelqu'un à qui on donne des injonctions. C'est à qui on donne des injonctions. Et c'est les États africains qui sont toujours victimes. Donc, ce qui veut dire que nous sommes très loin de la souveraineté qu'on a toujours réclamée, que ce soit militaire, sécuritaire, culturel, économique, et j'en passe. Et donc, je le dis, le travail d'introspection doit se faire si nous voulons vraiment avoir une certaine souveraineté. Nous devons, par exemple, regarder militairement. Lorsqu'on manifeste un intérêt de coopérer avec la Russie, on ne voit pas, par exemple, des militaires de la République fédérale de Russie. On nous envoie des groupes militaires privés également qui viennent opérer sur le terrain. Et quand ils viennent, ils ont besoin aussi d'un certain contrepartie. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais lu les dispositions des contrats de concession qu'il y a eu, par exemple, la Centrafrique et le groupe Wagner. Mais on dit que c'est quand même assez scandaleux. Ce que les privilèges que bénéficie le groupe Wagner sur le territoire de la Centrafrique. Donc, c'est pour dire tout simplement que lorsqu'on essaie de faire le bilan de tout cela, où est la part de l'Afrique dans tout ça? C'est vrai, on est dans un espace d'euphorie généralisée où les gens estiment que oui, l'Afrique essaie de sortir du joug colonial, mais on a comme l'impression qu'on est en train de basculer de l'autre côté. Et je vous dis que de l'autre côté, les gens ne sont pas aussi gentils que ça. Les gens c'est peut-être ça qu'il faut faire comprendre aussi à la jeunesse. On ne quitte pas... oui, voilà, c'est les mêmes enjeux. C'est les mêmes enjeux. Au niveau de l'Occident, ils ont un enjeu impérialiste de domination. Au niveau de la Russie, c'est la même chose. Il n'y a rien de différent en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre cette euphorie que les gens nourrissent quand ils voient la Russie intervenir dans un pays. Elle n'est pas là pour les beaux yeux des Africains. Les gens, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les gens ont des idées anti-Occident. Donc ce qui veut dire que tous ceux qui tiennent tête à l'Occident, on peut les avoir de notre côté. Donc c'est ce qui... C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Aujourd'hui, vous allez voir, nous sommes en train beaucoup sont en train de se rapprocher de la Russie. Dans 10-15 ans, quelqu'un d'autre va sortir du lot. Il y aura un autre pays. Je ne sais pas si ce sera la Chine, je ne sais pas si ce sera le Japon ou bien la Corée. Il y a l'Inde qui émerge, voilà, la quelqu'un Turquie. d'autre c'est comme quelqu'un l'a dit, l'histoire, c'est
C'est trop répétitif. C'est répétitif. C'est un recommencement. Ça a toujours été un recommencement. Aujourd'hui, on prend les mêmes choses, on recommence. Les têtes de pro aujourd'hui du panafricanisme, vous avez d'autres qui ont reconnu, effectivement, qui sont en lien avec un certain nombre de groupes militaires privés et qui n'ont pas démenti même un soutien financier. Et donc, quelle est votre part d'objectivité lorsque vous êtes soutenu par une puissance extérieure? Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une certaine popularité sur le continent. Vous l'avez dit, d'interpeller vraiment la responsabilité de la jeunesse. Parce qu'on suit aveuglement un certain nombre de personnages. Vous avez des gens qui ont quand même un passé sulfureux. En France, par exemple, qui ont été condamnés pour antisémitisme. Ils ont créé des associations que le préfet a dissous pour haine raciale, un certain nombre de choses, et qui viennent en Afrique et qui ont quand même un terreau. Je dis, quelle est votre part d'objectivité lorsque vous avez un lien de subordination avec une puissance extérieure? Il faut faire extrêmement attention. J'estime que le développement de l'Afrique passe inexorablement par la souveraineté. Le jour où on aura cette capacité-là d'assumer nos propositions, que personne ne nous dise au Conseil de sécurité qu'orienter vers votre vote. Non, à un moment donné, il faut s'assumer davantage. L'Afrique, c'est 54 pays. Il suffit tout simplement de mettre un projet commun. Nous pourrons faire face à toutes ces grandes puissances-là qui ont des velléités, tous impérialistes, comme vous l'avez souligné. On va passer au dernier sujet. Nous évoquons les pourparlers de paix dans la situation soudanaise. Ces pourparlers de paix se sont tenus à Lomé, la capitale du Togo. C'était le lundi dernier. Des pourparlers de paix sur la crise soudanaise, notamment sur le sort de la région du Darfour, déjà en proie à des décennies de guerre civile avant la dernière dispute qui oppose les principaux généraux à cette réunion. Des représentants des factions rebelles de cette région et des forces de soutien rapide présents ont appelé à la fin du conflit. Nous recherchons tous la paix. Le peuple soudanais recherche la paix. C'est ce qu'ils ont laissé entendre et c'est ce que nous allons suivre dans ce reportage de la rédaction de New World Info. Depuis quelques jours, la capitale togolaise s'honore d'abriter la réunion consultative des leaders politiques et des leaders des mouvements de lutte armée au Darfour. Le conflit éclaté il y a 4 mois entre les paramilitaires FSR du général Mohamed Hamdan Daglo et les troupes du général Abdel Fattah a gagné le Darfour. Après sa médiation réussie dans la libération des otages ivoiriens au Mali, Lomé ouvre de nouvelles consultations pour la paix. Comme vous le savez déjà, c'est une réunion consultative. Comme l'a souligné le ministre des Affaires étrangères, ce ne sont pas des négociations, ce n'est pas une médiation. Le Togo n'en est pas encore là. Il nous accueille en tant que ressortissants du Darfour, la partie occidentale du Soudan, une région qui a été la plus affectée par la guerre. Vous avez tous vu les images, beaucoup de choses ont été dites sur les violations des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus en tant que fils du Darfour pour discuter des voies et moyens d'aider les populations du Darfour à arrêter le bain de sang dans un premier temps. Cette réunion de Lomé offre aux leaders du Darfour un cadre de discussion ouvert susceptible d'atténuer la guerre. Les pourparlers sont un impératif pour ramener la paix dans cette zone. Ils ont décidé, pour ce qui dépend d'eux, de ramener la paix au Darfour, mais aussi de contribuer dans la discussion avec les autres à créer la paix pour tout le Soudan. Ce qu'eux, ils ont proposé, il y a aussi ce que le ministre a évoqué, bâtir un nouveau Soudan sur de nouvelles bases. Cette rencontre de Lomé ne remet pas en cause les discussions de paix menées actuellement par l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'ONU et les efforts en cours du groupe régional d'Afrique de l'Est et des pays voisins. Les combats au Darfour ont fait déjà plus de 3000 morts et des millions de déplacés. 3000 morts, des millions de déplacés dans le Darfour, alors que cette partie du Soudan avait déjà été confrontée à des années de conflits armés qui avaient fait des dizaines de milliers de morts, de déplacés. Est-ce que aujourd'hui on peut estimer, Vincent Ameganvi, que Lomé peut jouer un rôle dans le retour à la paix au Darfour? Ce sera encore une avancée pour notre diplomatie togolaise. C'est vrai que la paix, c'est quelque chose que chaque État est en train de rechercher et que quand on la perd, c'est difficile à retrouver. Lomé a des ambitions de devenir, d'être la solution ou bien le pays, la ville qui aura trouvé des solutions pour la crise de Darfour. C'est une bonne chose. Nous
nous ne pouvons qu'encourager cela parce que ça dure éternellement, hein, cette crise-là, et il faudra que ça s'arrête au bout d'un moment. Faire venir les acteurs pour qu'ils discutent, faire venir les acteurs pour parler des problèmes et trouver ensemble des solutions, c'est une très bonne chose. On ne peut que souhaiter cela. Après tout, les Soudanais qui se font la guerre, ce sont des Africains, ce sont nos frères qui s'entretuent là-bas, et ce serait qu'une bonne chose. Lomé a des ambitions. Est-ce que Lomé pourra être le dernier, l'endroit du dernier dialogue, mais des dernières discussions pour trouver une solution? C'est ce que nous souhaitons. On a déjà eu beaucoup de discussions sur le cas du Soudan. Il y a eu déjà beaucoup de pourparlers. Il y a par moment des cessez de feu, mais ça reprend après. Et aujourd'hui, si on décide, la bonne nouvelle, c'est que tous les acteurs ont accepté de venir à Lomé. C'est déjà une très bonne nouvelle. Accepter de discuter, c'est aussi encore une bonne nouvelle. Maintenant, trouver des solutions et que ces solutions soient appliquées pour que la paix revienne au Darfour. Ce n'est que Lomé qui sera agrandi. Achraf, est-ce que vous pensez que la route de la paix au Darfour passera par Lomé? Oui, la route, ce serait quand même déjà prétentieux de tirer une conclusion définitive, mais nous avons tout à fait raison de croire, disons, à cette capacité de la diplomatie togolaise. N'oublions pas que ces dernières décennies, il y a quand même une offensive diplomatique, disons, sécuritaire, togolaise sur le continent. Et la diplomatie sécuritaire, une des caractéristiques, disons, de la diplomatie togolaise sur le continent, historiquement même, depuis, par exemple, le Togo a siégé, disons, dirigé les débats du Conseil de sécurité tout dernièrement. Et donc, à partir de là, on voit très bien que le Togo réaffirme vraiment son engagement de pacifier le continent. Dans les années, disons, 80-82, vous avez la guerre, que ce soit au Zaïre, en Namibie. Oui. Au Soudan même. Donc le Togo a toujours joué un rôle prépondérant dans la résolution des crises. Donc il faut essayer vraiment de concilier les idées. Pour rayonner sur le plan international, il faut avoir une diplomatie quand même assez offensive. Je crois que le chef de l'État même, parce que quand vous prenez par exemple la doctrine ou l'idéologie de la politique étrangère du Togo, c'est que le président de la République, Faure Gnassingbé, chef suprême des armées, l'avait dit, qu'il faut être, que son but vraiment, c'est de faire, d'augmenter, disons, les capacités opérationnelles des chefs armées togolaises et de les permettre aussi d'aller sur les théâtres d'opération extérieurs afin maintenant de pacifier sur le continent. Et le président Robert Doucet même l'a dit, même lors de son MMA à Malabo, qu'il dit qu'il faut être dans une approche préventive parce que la sécurité est le soubassement du développement économique. Et donc cette approche préventive la permet, disons, d'avoir la paix. Donc je crois que la solution de la paix peut passer par Lomé quand on sait très bien que les belligérants. Quand vous écoutez l'un d'eux, on n'a pas l'impression qu'il donne aussi trop d'importance à cette réunion. Non, il faut qu'on se dise la vérité, il donne quand même une importance à cette réunion, mais ce qu'il veut dire, c'est que cette réunion-là ne constitue pas une étape décisive à la résolution de la crise, mais il estime que c'est une avancée majeure. Le Togo n'a pas vocation, disons, à apporter des solutions définitives à cette crise-là. Donc, vous savez très bien que le cas du Soudan a fait l'objet même de nombreuses thèses. Ils ont connu des expériences douloureuses par le passé, et donc je ne pense pas que c'est cette réunion consultative-là qui peuvent apporter des noms. Donc, nous disons que ce n'est pas une panacée, mais disons qu'avec cette réunion consultative-là, on peut essayer de concilier leurs points de vue. Et même certaines résolutions même ont été prises, surtout des résolutions d'ordre humanitaire. On a demandé aux belligérants de faire vraiment un effort d'ouvrir des couloirs humanitaires, de sécuriser l'aéroport pour qu'on puisse aussi venir en aide aux
aux victimes. Et je crois que la question aussi des droits de l'homme, et il a été soulevé. Je me félicite quand même d'une chose en tant que juriste. Je constate que ces dernières années, quand même, sur le continent, le contentieux portant sur la réparation des victimes, les États essaient quand même de prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, personne ne bénéficie d'une immunité juridictionnelle lorsque vous êtes auteur des infractions répréhensibles par la loi. Que ce soit les espaces d'intégration, la CEDEAO ou la CEMAC ou l'Union africaine, ils essaieront quand même d'entreprendre des démarches pour qu'on puisse quand même traduire ces gens-là devant la justice. Et je crois que c'est quand même une avancée quand même importante. Alors, au-delà de ces discussions qui ont eu lieu à Lomé, un certain nombre de problèmes ont été posés. Il a parlé d'un certain nombre de résolutions qui ont été prises, notamment on demande l'ouverture de l'aéroport, de couloirs humanitaires et autres. On n'a pas l'impression que véritablement les problèmes de fond aient été abordés. Les problèmes de fond, ce sont les Soudanais eux-mêmes qui parleront de ça. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a discuté à Lomé que le conflit va s'arrêter au Darfour. Non, c'est se leurrer en disant ça. Mais le fait de venir discuter, ça prouve que chaque partie veut vraiment arrêter. Parce que, quoi qu'on dise, le pays ne peut pas se développer quand il y a les troubles, quand il y a la division, quand il y a la guerre. Aujourd'hui, l'affrontement dans la zone du Darfour aujourd'hui ne permet pas que même les populations puissent bénéficier des conditions de vie acceptables, les conditions de vie qu'il faut pour l'être humain. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui veulent gouverner ou bien ceux qui veulent le bien des populations sont en train de faire du tort à cette population aujourd'hui. Maintenant, de l'autre côté, ceux qui sont en train de faire les conflits, il y en a qui trouvent pour eux, qui trouvent leur compte dedans. Hein. Donc ils ne sont pas prêts à déposer les armes. Et c'est tout un processus, c'est un long processus aujourd'hui avant d'en arriver là au désarmement, à la cessation de guerre et tout ça. C'est tout un processus pour en arriver là. Et il faut du temps pour ça. C'est vrai que l'étape de Lomé pose des jalons. Les jalons posent un certain nombre de pas, mais on est conscient, on n'est pas dupe. On sait que ça ne signifie pas la fin du conflit au Darfour, mais aujourd'hui, ça annonce de bons augures pour les discussions à venir quand même. Au-delà d'un retour à la paix dans lequel on va dire peut-être plus tard que le Togo a contribué à jouer un rôle, j'ai envie de savoir quel est l'intérêt pour le Togo. C'est vrai, vous avez parlé de cette diplomatie très active, surtout sur le plan sécuritaire. Mais quel est l'intérêt pour le Togo de contribuer au retour de la paix au Darfour? L'intérêt du Togo, c'est il y a un idéal quand même de l'unité africaine qui nous anime. Et on ne peut pas construire cet idéal-là dans des conditions d'instabilité. Et donc, il faut venir toujours en aide des pays qui sont en conflit. Aussi loin peu importe leur situation géographique. C'est vrai que le Soudan n'est pas très proche de nous. Ils sont en Afrique australe, mais on peut quand même venir en aide à ce pays-là. Et donc, on a également tout à gagner aussi sur le plan, sur le plan international. Il y a aussi une certaine crédibilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez une diplomatie capable de discuter avec tout le monde, capable de trouver, disons, des schémas de résolution quand même de crise, et il y a une certaine notoriété également que nous gagnons. Mais vous avez également raison de soulever ce problème parce qu'on a comme l'impression que c'est aussi une fuite en avant. C'est-à-dire on a comme l'impression d'avoir une certaine santé sur le plan international alors qu'il y a un certain nombre de préalables sur le plan interne qui n'ont pas été résolus. Bon, mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Il faut se dire la vérité, l'un n'empêche pas l'autre. On peut également être engagé sur le plan international et continuer de faire des efforts sur le plan interne. Mais nous, en tant que politique, mon idéal, c'est qu'on puisse quand même être sur les deux fronts. C'est-à-dire que si on défend la pacification ou le respect des droits de l'homme sur le plan international, il faut également qu'on puisse véritablement respecter ces principes-là aussi sur le plan interne.
Alors, bien sûr, on a fait le tour d'horizon de tous les sujets qu'on avait. Il me reste 5 minutes peut-être pour revenir un peu sur un plan purement politique interne. Les élections sont en train de s'annoncer. Je sais qu'on peut être en groupe parlementaire, mais les élections, c'est chacun pour soi, finalement. Bien entendu. Surtout qu'on ne fera pas de liste commune. Chacun se débrouille pour aller sur le terrain, pour avoir la majorité, et après quand on se retrouve à l'Assemblée, parce que le groupe parlementaire, ça s'arrête à l'Assemblée, c'est un groupe de travail à l'Assemblée nationale. Maintenant, en dehors de ça, c'est vrai que nous sommes des partis d'obédience centriste, mais Vous savez que l'idéologie centriste a du mal toujours à être comprise par les gens. Oui. Moi, je lis encore beaucoup qui taxent le centrisme finalement de béquilles. J'ai vu les gentilles répliques de Jerry Tama à, par exemple, Jean-Pierre Fabre et tout. Vous savez, on ne peut pas empêcher les gens. C'est vrai que le changement, ça prend du temps. Inculquer ça aujourd'hui, parce que ce n'était pas dans notre culture. Est-ce que le contexte s'y prête? Oui, bien sûr, bien entendu. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est centriste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a pas d'idéologie. Le centrisme même est une idéologie politique. Ça veut dire que vous prônez quelque chose quand même avec le... C'est ni pour ni pour, c'est ça? Non, ce n'est pas ni pour ni contre. Non, ce n'est pas ça. Ça voudrait dire que le centrisme, c'est le pragmatisme. Quand il y a le pragmatisme, c'est que quand il y a quelque chose que vous pouvez faire, vous le faites. Quand il y a quelque chose que vous pouvez faire selon vous, il n'y a pas de démagogie avec le centrisme. Il n'y a pas de promesses utopiques avec le centrisme. Le centrisme reconnaît ses forces et ses faiblesses et s'adapte à la situation selon ses forces et ses faiblesses. Donc c'est tout un courant politique qui aujourd'hui, le monde appartient aux centristes. En tout cas, le Togo appartient aux centristes quand même. Le Togo de demain, ce sera dirigé par les centristes. Achraf, vous êtes conforté dans l'idéologie centriste? Oui, non, je suis conforté dans l'idéologie centriste. C'est pour cette raison que le militantisme est très jouissif chez les centristes. On le essaie de le faire au quotidien. On essaie d'enraciner l'idéologie. Donc, chacun a le droit d'avoir, vous savez, les gens adorent les formules simplistes. Hein. Vous avez parlé de béquilles, les gens adorent quand même ces formules. Mais je crois que cela disons, n'inhibe pas notre engagement sur le terrain. Lorsque vous expliquez aux gens que c'est de la démagogie, c'est des discours surréalistes de dire qu'un parti politique qui ne gère pas deux communes veut gagner les élections présidentielles, les gens ne comprennent pas. Donc il faut leur dire tout simplement qu'on a 117 communes sur le territoire, qu'on a une assemblée nationale composée de 91 députés et qu'on peut contraindre le président de la République, par exemple. Vous savez qu'on est dans un régime semi-présidentiel et que le parti d'opposition qui remporte la majorité à l'Assemblée nationale peut contraindre le président de la République à, disons, ce qui veut dire que la primature revient à un parti d'opposition qui... on peut pousser le président de la République à ce qu'on appelle constitutionnellement la cohabitation. Lorsque vous expliquez les gens comme ça, c'est ce que mon cher aîné a appelé la cohabitation. Et le pragmatisme. C'est-à-dire, il faut expliquer des gens comme ça. Vous avez des gens, et il a clairement dit, oui, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous formons un groupe parlementaire, mais nous avons une posture, nous avons la liberté d'esprit, le NET a une liberté d'esprit, le PDP a une liberté d'esprit. Nous défendons chacun nos idées. S'il y a des arbitrages à faire, nous le faisons. Nous ne sommes pas ces partis-là qui comptent toujours sur des coalitions. Si vous n'êtes pas raciné sur le terrain, c'est normal que vous vous réfugiez toujours devant les coalitions. Je crois que le NET et le PDP sont présents dans toutes les préfectures, dans tous les cantons aujourd'hui. Et je crois que cette dynamique-là qu'on a déclenchée depuis tant d'années paieront à l'avenir. On verra dans quelques mois. Vous avez déjà une idée de la date des prochaines élections? Aujourd'hui, serait le plus chanceux l'homme qui pourra nous dire aujourd'hui la date des élections. C'est un curieux parce que le mandat des députés finit normalement en décembre et jusque-là, on n'a pas encore une lisibilité. On sait quand le mandat des députés finit, ça on le sait, tout le monde le sait. Maintenant, quand est-ce qu'on va organiser les élections? Il y a une disposition aussi des textes qui disent que les députés sont en place jusqu'à la prochaine élection. Oui, mais peut-être qu'il ne faut pas faire comme la HAC, peut-être au risque qu'ils me convoquent encore. Je suis habitué maintenant. Il ne faut pas faire comme
peut rester en place comme ça. Il faut que la CENI nous dise rapidement ce sera quelle date pour les élections. Surtout que le ministre de l'administration territoriale nous a dit la dernière fois qu'ils veulent faire les élections couplées. Donc on verra bientôt quelle date sera donnée pour les élections, tant régionales que législatives. Il y a d'autres qui se battent encore aujourd'hui pour que le recensement qui est terminé puisse être repris dans la zone 1, même si on y a opposé un refus de non-recevoir. Non, je crois que c'est de la démagogie. Des gens font non, c'est de la démagogie. Vous avez des partis politiques, je ne vais pas citer quand même leur nom, qui font faire des têtes. Je crois que c'est une requête qui a été formée par tous les partis politiques. Je ne sais pas, par tous les partis politiques, nous avons publié des articles, nous avons fait des sorties. Je ne vois pas pourquoi des partis politiques veulent s'arroger la paternité de cette requête. Et quand les gens disent qu'il faut reprendre le recensement dans le Grand Lomé, mais le principe d'égalité, je crois que quand vous lisez, mais moi je suis juriste de formation, quand vous parcourez le code électoral, le Grand Lomé ne bénéficie pas d'un statut particulier. Si vous voulez, comment l'appelle-t-on, reprendre le recensement électoral, il faut le faire sur l'ensemble du territoire. Sinon, la CENI s'expose à des contentieux, ce qui veut dire que le citoyen togolais qui se trouve chez moi à Tcharodjo ou bien à l'extrême nord également peut saisir en disant que le principe d'égalité n'a pas... Donc je crois que quand vous voulez formuler des requêtes, il faut être lucide. Vous comprenez? Il faut être lucide. Aujourd'hui, personne n'est contre le recensement, la reprise du recensement. Au contraire, même, nous avons tous demandé qu'on reprenne le recensement. Mais sur l'ensemble du territoire. C'est pas ce qu'on nous a dit en tout cas. On a dit que c'est vous qui vous étiez opposé à la reprise. Il faut demander. Il faut vraiment venir demander à ceux qui étaient là ce qui s'est passé. C'est vrai que tout le monde a demandé. Maintenant, après, c'est pas nous qui... prolongeons, c'est le gouvernement. Tout le monde a laissé le gouvernement qui a dit que voilà la situation qu'on vous présente et on ne peut plus faire le truc et on s'attaque entre nous. C'est dommage. Ils ont présenté le rapport. Oui, c'est le gouvernement qui a C'est le gouvernement maintenant. Voici la situation, voici ce que nous on pense qu'on ne peut pas reprendre. Maintenant, après, c'est pas honnête ou bien aux autres partis de dire que oui, nous allons reprendre, c'est pas le net qui organise les élections. Messieurs, merci d'être passés répondre à nos questions. Excellente fin de semaine à vous. Merci à vous tous également qui avez suivi cette émission. Je vous retrouve le samedi prochain. On sera déjà en août.